Le garçon ne les avait jamais rencontrés auparavant et ne comprenait pas pourquoi, lorsqu'il les regardait, il ne pouvait s'empêcher de trembler de tout son corps. Mais il a quand même rassemblé ses forces parce qu'il a compris qu'il avait aussi de la force et qu'il voulait devenir fort comme sa petite sœur, se battre avec les forts et protéger les faibles. Mais soudain, l'un d'entre eux a commencé à dire à ce père que les enfants sont si pénibles, mais qu'il s'en occupe seul et qu'il peut les leur donner et se simplifier la vie. Mais le Saint-Père a commencé à s'agenouiller et à leur demander de ne pas impliquer les enfants dans cette affaire. Et s'il le veut, ils peuvent l'emmener et il fera tout pour protéger les enfants. Mais l'autre a répondu au Saint-Père de ne pas être stupide. Pourquoi ont-ils besoin d'un vieil homme décrépit? Ils ont besoin de nouvelles méthodes et il ne fera que causer plus de problèmes. Mais à ce moment précis, le garçon a commencé à crier en direction de ces types et à leur dire qu'il ne les laisserait pas se moquer d'autres personnes. Le Saint-Père s'en aperçut et, sachant que cela allait entraîner des problèmes, il commença à demander au garçon d'arrêter. Et c'est à ce moment précis que le garçon a commencé à utiliser sa magie et à lancer une boule de feu sur ces types. Ce à quoi l'un d'entre eux a commencé à sourire étrangement et à dire qu'il était vraiment doué pour la magie du feu. Et dès que la balle magique du garçon a volé dans l'un des gars, il a répondu que c'était la mienne qui était trop faible pour l'instant. Mais le garçon lui-même ne comprenait pas pourquoi cela ne marchait pas, car il avait mis toute sa force dans ce coup. Mais l'homme a répondu en disant qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour utiliser et compétences correctement. Et, levant la main, il commença à conjurer sa boule de foudre. Et au même moment, le mur près de sa main a commencé à fondre sous l'effet d'une forte pression. Et l'autre gars a répondu à son partenaire que sa compétence est quelque chose avec quelque chose. Mais le garçon qui se tenait sur les plaques de cuisson s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas les vaincre maintenant. Dès qu'ils l'ont remarqué, ils ont commencé à dire au garçon qu'il avait enfin compris. Mais ils pourront développer ses capacités au même niveau. Et c'est à ce moment précis que le Saint-Père a compris qu'il pouvait tuer le garçon. Et il a décidé d'agir. Nous avons remarqué que son bâton était posé près du mur. Tu as pris ton doigt maintenant, avant que le Saint-Père ne combatte les monstres, et pourtant il peut faire quelque chose. D'autre part, l'homme l'a remarqué et a commencé à bloquer l'attaque du Saint-Père. Et demande au vieil homme ce qu'il fait. Veut-il vraiment dire adieu à sa vie? Mais le Saint-Père se met à crier au garçon de s'enfuir rapidement d'ici tant qu'il en a la possibilité. Mais le garçon commençait à avoir les larmes aux yeux, et il ne comprenait pas ce qu'il devait faire à ce moment-là, aider le vieil homme ou s'enfuir. Mais il s'est dit qu'il pouvait s'échapper tant qu'il en avait la possibilité, et que tôt ou tard, il pourrait encore se venger de ces types. Et un autre a remarqué que le garçon commençait à s'enfuir et lui a crié d'arrêter, mais son partenaire lui a répondu de se calmer. Et avant de courir après ce garçon, vous devez faire une dernière chose, et de remettre ce vieil homme à sa place et de lui apprendre les bonnes manières et le respect de la vie. En entendant du bruit, les trois enfants s'approchent de l'entrée de la pièce et voient que le Saint-Père est battu par des types bizarres. Le Saint-Père remarqua qu'à cause de ces bruits graves, les enfants remarquaient quelque chose et venaient voir ce qui se passait ici, et il commença à leur crier de s'enfuir le plus vite possible. Mais les enfants ne pouvaient toujours pas croire ce qu'ils venaient de voir et commençaient à se recroqueviller de peur. Mais l'un des hommes qui battait le vieil homme a commencé à leur dire de ne pas bouger, que s'ils faisaient le moindre pas, ils tueraient ce vieil homme. Et en tenant le Saint-Père par la tête, l'un des gars a commencé à dire que plus la foudre en boule accumule de l'énergie, plus elle s'arrêtera de détruire. Soit il lui barbouille la tête, soit il lui donne CS enfants et c'est au vieux de décider. Mais c'est à ce moment-là qu'Arthur a remercié Shelley de l'avoir guidé sur la route, sinon il se serait facilement perdu dans ses achats. Mais soudain, Shelley a commencé à dire à Arthur que si elle pouvait l'aider pour quoi que ce soit d'autre, il pouvait le lui faire savoir et qu'elle pouvait lui faire faire une mini-visite de la ville ou des environs, peu importe. Mais Arthur l'a simplement remercié. Mais soudain, Shelley se souvient des paroles du chef. Quand il a dit que ce type n'avait pas pris la récompense pour le boss de donjon tué. Et Shelley se met soudain à dire à Arthur qu'il lui pardonnera parce qu'elle a donné tout l'argent de la victoire sur le roi des gargouilles à sa famille dans l'église
et que le reste des recettes a été partagé entre Frank et David. Mais Arthur a répondu que tout allait bien et qu'il avait encore de l'argent. Prenons aussi une seconde. Arthur change d'avis et lui demande si elle peut lui donner 200 pièces d'or, ce à quoi Shelley commence à fouiller dans son sac. Et Arthur lui a également demandé si elle pouvait lui parler des donjons plus en détail et il lui en serait très reconnaissant. Mais soudain, un cri retentit et quelqu'un appelle Shelley. C'est un petit garçon qui s'est enfui de l'église. Et dès qu'il a couru vers elle, Shelley a commencé à lui dire de ne pas marcher seul dans les rues parce que ce n'était pas sûr. Mais soudain, le garçon, les larmes aux yeux, a commencé à dire que des méchants s'étaient introduits dans l'église et qu'ils allaient tuer le Saint-Père. Mais ce qu'elle entend plonge Shelley dans l'incompréhension. « Est-ce vraiment vrai ?» se dit-elle. Et au même moment, Shelley commença à s'excuser auprès d'Arthur et à dire qu'elle devait retourner d'urgence à l'église. Mais Arthur s'est soudain rendu compte que ces gens n'étaient pas seulement venus pour le Saint-Père, mais qu'il devait aussi y avoir des orphelins. Et à ce moment précis, il a dit à la jeune fille qu'il irait avec elle. Et Shelley est probablement sa source d'information la plus fiable dans cette ville. Et le fait qu'il doit maintenant aider ce père et les orphelins qui sont en danger. Et il est maintenant obligé de lui rendre l'appareil pour la gentillesse qu'elle lui a témoignée. Et non loin de l'endroit où Arthur se tenait, il y avait une église, avec laquelle ces deux bandits tourmentaient le Saint-Père avec leurs talons de foudre. Et après plusieurs attaques, l'un des agresseurs s'est rendu compte que ce vieil homme était très têtu. Tout en continuant à lui donner des coups de pied, l'un des hommes a commencé à parler. Qu'il ne veut absolument pas être un tueur, qu'il doit donc être obéissant et finalement renoncer. Et pourquoi a-t-il besoin de ces enfants sans abri? Après tout, il y a tant de problèmes, où le vieil homme ne veut pas les leur donner à cause de son orgueil de prêtre. Et c'est tout simplement ridicule. Le vieil homme a tenu bon jusqu'au bout et a compris qu'il fallait laisser ces gens dire ce qu'ils voulaient. Mais il aime beaucoup ses enfants et ne les trahira jamais. Et s'il doit endurer toutes ces tortures pour leur prouver tout son amour, alors qu'il ne renonce jamais à se faire mettre en pièces par un tel voyou. Mais ces mêmes paroles du Saint-Père ont fortement irrité l'un des voyous. D'autre part, les voyous commençaient déjà à en avoir assez, et il a commencé à dire aux enfants de faire attention. Et il a levé la main. Il a enfin dit que leur défenseur mourrait de la mort la plus stupide et la plus pathétique qui soit. Mais au même moment, l'un de ceux qui attaquaient le vieil homme remarqua que quelqu'un s'approchait d'eux. Et dès qu'ils se sont retournés, ils ont vu Arthur et Shelley faire irruption dans l'église en disant ce qu'ils faisaient ici. Mais l'un des criminels a commencé à dire qu'il ne devrait pas faire autant de bruit en ayant faim, car tout le monde sait que dans cette ville, il ne faut pas mettre son nez dans les affaires des autres. Mais soudain, l'un des criminels commence à regarder Arthur de près et se rend compte qu'il l'a déjà vu quelque part. Mais qui aurait cru qu'il y a quelques jours, Arthur avait rencontré cette ordure près de la salle des marchés de la guilde des aventuriers. Mais Shelley, qui se tenait à côté d'Arthur, les a regardés et a compris qu'il faisait partie du gang du Dragon Rouge et qu'il faisait courir de terribles rumeurs dans toute la ville. Et qu'à cette seconde même, l'un des criminels se contente de suivre les lois de sa ville, alors il lui montrera ce qui arrive à ceux qui vont là où il ne faut pas. Or, au même moment, le Saint-Père, qui était allongé sur le sol, a commencé à ressentir des douleurs dans le dos dues à de grandes blessures. Et l'un des criminels qui se tenait à côté de lui a commencé à dire qu'il se souvenait d'Arthur, parce qu'il était le gamin qui s'était enfui de chez lui, effrayé. Mais Arthur comprend aussi qu'il a déjà rencontré ce type dans la guilde. Le type sort son épée et commence à dire à Arthur que personne ne l'arrêtera ici. Mais le Saint-Père a commencé à crier à Shelley. J'ai dit à ce type étrange qu'il devait s'enfuir rapidement. 6 types du gang du Dragon Rouge sont venus, et s'ils restaient, le gang les poursuivrait jusqu'à ce qu'ils tuent tous les autres. Mais dès qu'Arthur sort son épée, son adversaire lui demande d'où vient ce cure-dent rouillé. Et il comprend qu'Arthur ait eu la force de protéger la jeune fille. Mais a-t-il été trop arrogant? Et il a commencé à demander « Voulez-vous vous battre? Savez-vous vous battre ?» Mais Arthur comprend que ce n'est pas la première fois qu'il doit se battre bec et ongles. Et il a commencé à dire à ce type de tricher, mais il n'était pas aussi effrayé que lui. Mais son adversaire n'a pas pu comprendre ce qu'Arthur voulait dire.
Mais au même moment, Arthur frappe son épée avec sa lame et une vive lumière verte apparaît. Et le même homme s'est rendu compte qu'Arthur était si rapide par choix, il a commencé à se demander quel était le niveau de cet homme aujourd'hui. Mais Arthur, debout devant lui, a commencé à regarder sa lame, et j'ai réalisé que maintenant il ne dépenserait tout simplement pas beaucoup de temps et d'efforts et qu'il l'achèverait sur le champ. Mais l'adversaire d'Arthur commence à s'énerver et à crier qu'il n'ose pas le regarder de haut. Mais avant même qu'il ait pu finir de parler, Arthur avait déjà commencé à agir, et cela l'a touché de plein fouet. Et ce type a commencé à perdre l'équilibre et à tomber sur le dos. Mais dès qu'il s'est relevé, il a commencé à réaliser que s'il n'avait pas sauté, il aurait été transpercé en pleine poitrine. C'est à ce moment précis qu'Arthur s'approche de lui, pointe son épée vers lui et commence à parler. Qu'il semble trembler de peur et qu'il n'aurait jamais pensé rencontrer des gens qui seraient eux-mêmes de vilains monstres assoiffés de sang. Et ce type s'est rendu compte qu'il était lâche à cause de la peur. Et en prêtant attention à sa main, il a vu qu'elle battait dans différentes directions et il n'a pas compris pourquoi il avait une telle peur d'un type ordinaire. Qu'il tremblait de peur à cause de ce morveux, mais ce type n'arrivait pas à le croire. Mais c'est à ce moment-là qu'un autre méchant a recommencé à lever la main, activant ainsi sa compétence. Mais Arthur s'en est aperçu à temps et a commencé à élaborer un plan pour éviter une telle attaque. Mais le coup de tonnerre était déjà prêt, et dès que ce type l'a activé, il a pointé sa main droite sur Arthur et a commencé à invoquer d'énormes éclairs sous ses pieds. Et aussitôt après, il sort son épée et se met à courir tout droit vers Arthur. Et dès que leurs épées se sont entrechoquées, le type a commencé à parler. Qu'Arthur peut et pourra vaincre Jeff, mais qu'il ne pourra jamais le vaincre parce qu'il est d'un tout autre niveau. Et ne pense-t-il pas qu'il agit de façon un peu déraisonnable en protégeant cette église délabrée et en se battant avec les représentants d'un gang puissant? Mais Arthur se rend compte que les choses vont très mal maintenant parce qu'il ne peut pas se battre contre ce type à pleine puissance en présence de témoins. Et le fait que ce type puisse utiliser calmement ses compétences sous l'apparence d'une personne et qu'il soit en train de perdre contre lui. Et ce type, confiant dans ses forces et ses compétences, a continué à attaquer Arthur, qui reculait peu à peu. D'autre part, le bandit qui se tenait dans la campagne commençait à penser que ce morveux ne tiendrait jamais tête à son frère Ryde. Et maintenant il va saisir le moment et pouvoir poignarder cet arriviste dans le dos. Et dès qu'un tel moment se présentait, il se mettait à marcher droit derrière Arthur pour lui porter le coup de grâce. Mais dès qu'il s'élance, Shelly arrive à temps et bloque l'épée de l'ennemi qui voulait attaquer Arthur dans le dos. Et Shelly a commencé à dire à l'homme qu'elle serait désormais son adversaire. Mais ce type ne comprenait pas pourquoi ce morveux avait toujours de la chance. Et s'en prenant à Shella, il a commencé à dire qu'il lui ferait regretter de s'être engagé dans quelque chose qui ne la regardait pas. À cause des nombreuses attaques, ce type a commencé à marcher sur la fille, continuant à l'attaquer de plus en plus fort. C'est pourquoi elle a commencé à reculer petit à petit. Mais Shelly se rend compte que ce type est rapide et que son niveau est bien plus élevé que le sien. Mais son adversaire a également pensé au fait qu'il est beaucoup plus fort que cette fille, et surtout qu'elle n'est qu'une aventurière et qu'elle ne s'est jamais battue contre des gens sérieusement. Et après tout, tuer des monstres est beaucoup plus facile que de tuer des gens. Et le fait qu'il soit d'un niveau supérieur au sien est beaucoup plus expérimenté, et maintenant il a décidé qu'il ne perdrait certainement pas contre cette fille. Et dès que Shelly s'est un peu éloignée, le type a commencé à lui demander si elle était épuisée, ou si c'était la première fois qu'elle se battait avec un homme, et que tout ce qu'elle pouvait faire, c'était tuer des monstres stupides. Et ce qui est très dommage, c'est qu'il est maintenant beaucoup plus intelligent que le monstre du donjon. Et peut-être l'épargner et lui donner quelques leçons de combat. Mais à ce moment-là, de l'autre côté de la pièce, Arthur se bat contre un autre bandit. Et après plusieurs attaques, Arthur décide qu'il a besoin de se retirer un peu et il saute vers le mur. Et ce bandit commença à dire à Arthur qu'il voyait qu'il était fort. Mais avec l'épée dans ses mains, il ne pourra pas lui faire de mal. Eh bien, ayant baissé son épée, ce bandit commença à dire à Arthur que lui-même était parfaitement au courant de tout et qu'il n'avait pas pu le vaincre parce qu'il était beaucoup plus fort que lui et qu'en plus, il avait une bien meilleure arme. Et supposons qu'ils ne partiront pas après cette bataille. Mais cela ne changera rien. Et contrairement à son partenaire Jeff,
Il déteste cela pour la simple raison qu'il s'agit d'un spectacle. Il lui propose donc la chose suivante. Il abandonne et quitte calmement cette église, ils ne l'ont pas revu et il ne les a pas revus non plus. Le bandit qui a posé cette question a décidé de savoir ce qu'Arthur dirait, s'il sauverait sa vie ou préférerait mourir pour le bien de la justice. Mais Arthur commença à lui répondre. Et si rien ne change, à quoi bon accepter sa proposition? Après tout, il ne voulait pas devenir la même personne que lui, et même s'il est un faible et que cela ne le concerne pas, il ne renonce pas à son bœuf et finit par devenir un aventurier. Et après tout ce qu'il a traversé, il n'a définitivement pas peur. Mais l'adversaire d'Arthur vient de dire, avant le début de la bataille, qu'il était tout simplement idiot de ne pas vouloir accepter ses conditions. Et le fait qu'il n'allait pas se battre à pleine puissance, mais les cris enfantins d'Arthur l'avaient déjà atteint, et c'est à ce moment précis qu'il commença à activer sa compétence d'épée tonnerre. Et s'en apercevant, Arthur craint d'avoir jeté de la magie sur son arme. Mais l'adversaire d'Arthur a finalement déclaré qu'il espérait qu'Arthur était prêt à assumer les conséquences de ses paroles. Et après avoir frappé, ce type était déjà prêt à achever Arthur au même endroit. Mais Arthur remarque ce coup d'épée et commence à sauter sur le côté. Après tout, s'il tente de parer une telle attaque, son épée se brisera immédiatement et attaquer dans cet état n'est pas une option pour lui, car il mourra tout simplement. Et il ne pourra pas se dérober éternellement même s'il a ses limites, et si cela continue, il se transformera bientôt en monstre et tout le monde le verra. Mais dès que Shelley a vu qu'Arthur avait des problèmes, elle a tourné la tête pour voir ce qui se passait. Mais son adversaire en profite et commence à dire où elle regarde. Puis il s'est jeté sur elle et leurs épées se sont entrechoquées. Mais ce type n'arrivait pas à croire que la fille avait réagi si vite et il s'est rendu compte qu'elle était plus rapide qu'il ne l'avait imaginé. Et le fait qu'il a un niveau plus élevé et de nombreuses compétences de combat, mais il ne peut pas l'attaquer et elle part facilement toutes ses attaques. Et le fait qu'il était très fatigué par cette bataille et qu'à ce moment précis, il a sauté en arrière pour reprendre son souffle. Mais Shelley a commencé à lui poser des questions. A-t-il déjà abandonné et pourquoi la regarde-t-il ainsi? Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si forte, et le fait que son épée n'a pas de volonté et de détermination, et que tout ce dont il est capable est d'agiter inconsidérément son épée, et qu'avec de telles intentions, il ne la vaincra pas. Mais ces mots l'ont vraiment mis en colère, et, sans aucune hésitation, il a commencé à l'attaquer. Mais elle a commencé à comprendre qu'à cause de ces types, elle a entraîné Arthur dans des problèmes encore plus graves. Après tout, Arthur n'avait initialement aucun lien avec cette église à cause de cela. Il est maintenant en danger, et elle devrait en finir avec ce type rapidement et l'aider. Mais Arthur a compris qu'il ne pourrait même pas survivre à ses attaques directes s'il le plaquait contre le mur. Et avec son habileté, il ne pourra pas s'approcher de lui pour lui porter au moins un coup, et il doit maintenant réfléchir à ce qu'il va faire. Mais soudain, son adversaire a commencé à demander à Arthur ce qu'il en était et pourquoi il ne montrait pas ce dont il était capable. Mais Arthur décide de réfléchir à ce qu'il doit faire. Et doit-il vraiment enlever son masque pour se transformer en monstre? Mais en regardant qu'en face de lui se tenaient les enfants qui assistaient à cette bataille. S'il se transforme en monstre, cela ne fera qu'effrayer les enfants et le prêtre. Et Shelley, dès qu'elle le verra, ne pourra pas se battre à cause du choc. Et puis, s'il enlève son déguisement, il n'y aura pas de retour possible. Et il commence à se demander si ce n'est pas la seule solution. Après tout, dans le donjon, il pouvait encore sauver ces trois-là de la mort. Mais aujourd'hui, tout est différent. S'il se transforme en monstre devant eux, ils s'uniront pour le tuer et peut-être que la destruction de l'Église lui permettra de s'échapper. Mais Shelley et les enfants ne le considéreront plus jamais comme une personne après cela. Et il resterait un monstre sous un déguisement sacré, et maintenant il ne comprenait pas pourquoi il résistait. Et au même moment, l'adversaire d'Arthur commence à dire que, s'il ne veut pas, il n'y a rien à faire, s'il veut mourir sans même essayer, alors il s'arrangera. Et tenant dans ses mains son épée sur laquelle il jetait son sort, levant son autre main vers le haut, il commença à invoquer une autre boule de foudre. Et en voyant cela, Arthur n'en croyait pas ses yeux. Il utilisait 2 sorts en même temps. Et à la même seconde,
une énorme explosion due à la foudre en boule a frappé Arthur. Et dès qu'il a volé quelques mètres en arrière, il a remarqué que son bras était blessé. Mais après cela, Arthur a vu qu'immédiatement après cette attaque, ce type a commencé à s'approcher de lui avec son épée. Et dès qu'il s'est approché, il a commencé à dire que la réaction d'Arthur était normale, mais que cela ne suffirait pas à le vaincre. Et maintenant, il va simplement s'arrêter parce qu'il a déjà décidé qu'il ne s'apitoierait pas sur le sort de qui que ce soit ici. Mais en tenant son épée abîmée dans ses mains, Arthur risquait encore de prendre le coup de plein fouet. Mais ce type continuait à crier que cette épée rouillée ne pouvait pas l'aider. Et dès qu'Arthur couvre le cou avec son épée, il commence à se désagréger en plusieurs morceaux, mais l'épée de l'ennemi. Néanmoins, il continua à voler et parvint à transpercer Arthur avec son arme d'où jaillissaient des éclairs. Et au même moment, le Saint-Père commença à reprendre ses esprits et, levant la tête, il vit que le garçon qui était venu à leur secours avait été blessé. Et l'épée qu'il a tenté de bloquer lui a simplement transpercé l'estomac. Et ce type a remarqué qu'Arthur avait décidé de substituer son Dieu et a pensé qu'en substituant des organes non vitaux, il éviterait la mort instantanée. Et le fait qu'il s'agit d'une tentative pathétique et qu'il mourra de toute façon. Mais soudain, ce type a décidé de retirer son épée, mais il s'est rendu compte qu'il n'y parvenait pas. Le fait qu'il ne puisse pas retirer l'épée parce qu'elle est comme coincée dans un rocher. Mais Arthur profite de ce moment pour régénérer la blessure et l'épée s'enfonce dans sa chair. Mais ce n'était pas fini, car Arthur a réussi à transformer une partie de son corps en monstre et, à l'aide de ses mains, il a saisi l'épée et a commencé à dire à son adversaire qu'il était finalement tombé dans le piège de sa ruse. Mais ce type ne comprenait pas pourquoi Arthur était si calme, et le fait que sa main était blessée et qu'une épée sortait de son estomac, mais il souriait quand même. Mais pour Arthur, tout s'est parfaitement déroulé, car il lui suffisait de pointer son épée à l'endroit voulu. Et avant cela, il a affaibli l'effet de la transformation dans la région abdominale, a rendu sa peau plus résistante, puis a utilisé la régénération. Et ce type ne comprenait pas qui pouvait résister à des attaques aussi puissantes. Mais Arthur ne veut plus l'écouter et lui fait un signe de la main. Il frappe son adversaire en plein menton, le faisant voler en arrière, et perdre conscience en plein volume. Et c'est à ce moment-là qu'Arthur a compris que tout était fini et qu'il pouvait se réincarner en humain. Et alors qu'il était allongé sur terre, ce type s'est rendu compte qu'il avait perdu, mais il ne comprenait pas encore très bien comment cela s'était produit. Et au même moment, Arthur commença à retirer la lame qu'il avait au côté. Mais le Saint-Père, qui observait ce combat, ne comprenait pas que ce jeune homme ait pu survivre à la foudre et à son adversaire. Mais soudain, le partenaire du perdant a commencé à tourner la tête et n'arrivait pas à croire que ce mort avait gagné. Arthur ne veut pas perdre une minute et, ramassant son épée, il court vers son partenaire et a commencé à demander à l'autre homme ce qu'il allait faire maintenant que son frère ne l'aidait plus, et le fait qu'il ne peut pas s'opposer à eux deux. Et dès que le voleur s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner, parce qu'il y avait maintenant deux personnes qui se dressaient contre lui et qu'il ne pouvait pas s'occuper d'une seule. Et maintenant il l'a pris à la gorge, il a réalisé qu'il n'y avait pas d'élection maintenant, il doit l'utiliser. Et activa sa compétence, il commença à libérer son brouillard empoisonné. Et Arthur et la jeune fille Shelley ne pouvaient plus respirer normalement et commencèrent à se couvrir la bouche pour ne pas inhaler cette nourriture dans ce brouillard. D'ailleurs, ils n'ont rien vu. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il avait une chance de s'échapper, ce type a brisé la fenêtre et a commencé à dire qu'ils étaient des idiots pour protéger cette église, qu'ils pouvaient oublier leur vie tranquille. Et le fait que le dragon rouge dicte les règles de cette ville et que les contrevenants sont généralement sévèrement punis. Et à sauter par la fenêtre, il a finalement dit qu'il se verrait plus d'une fois, qu'ils devraient regarder autour d'eux avant d'entrer dans la ville. Et Shelley, soupirant, commença à dire qu'il était heureux qu'il ait quand même décidé de fuir. Et Arthur, grâce à son talent de guérisseur, se rend compte que cette fois-ci, il a eu de la chance et que personne n'a révélé sa véritable identité. Mais un jour, le moment viendra où il ne pourra pas éliminer l'ennemi sous la forme d'un homme et il ne comprendra pas ce qu'il faut faire. Mais maintenant, cela n'a plus d'importance. Et un peu plus tard, lorsque le Saint-Père a pu panser ses blessures
et qu'il s'est assis avec insistance et que les enfants se sont précipités vers lui, il a commencé à parler. Shelley et Arthur qu'il leur est reconnaissant de lui être venus en aide. Mais ce qui est inhabituel pour Arthur, c'est qu'on le remercie pour son aide, car il est resté assis dans la grotte pendant si longtemps et n'a eu pratiquement aucun contact avec qui que ce soit. Et le Saint-Père a continué à dire que grâce à eux, personne n'a été gravement blessé. Et le Saint-Père a commencé à demander à Arthur si Léon allait bien, parce qu'il avait été transpercé par une épée. Arthur lui répondit qu'il ne devait pas s'inquiéter, car il avait déjà guéri ses blessures grâce à son habileté. Et comme il a dépensé trop de mana pour régénérer la transformation, il ne tiendra pas longtemps et doit retourner à l'hôtel au plus vite. Et la jeune fille Shelley commença à dire au Saint-Père qu'il n'était plus possible de rester dans cette ville. Et le fait que la ville n'était pas sûre auparavant, mais que les bandits du Dragon Rouge pourraient y revenir. Et elle propose qu'ils se rendent tous ensemble dans la capitale. Mais le Saint-Père répond qu'il ne peut pas le faire parce que la vie dans la capitale est incroyablement chère. Ils devront payer le logement et les impôts. Ce n'est pas facile, mais ils auront besoin d'argent et devront s'occuper des enfants pendant le voyage. Shelley ne comprenait toujours pas que ces bandits pouvaient à nouveau s'introduire ici et s'emparer des enfants. Elle les aidait et leur donnait autant d'argent qu'ils en avaient besoin, mais maintenant elle leur demande de quitter cette ville de toute urgence. Mais le Saint-Père est resté sur ses positions et a répondu à la jeune fille qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'elle toute seule. Et le plus important, c'est qu'ils doivent quitter la ville le plus rapidement possible. Après tout, ce bandit s'est certainement souvenu de leur visage et bientôt, il viendra avec du soutien et les cherchera. Mais le fait que, comme il l'a dit, il est d'usage de punir sévèrement les contrevenants. Et le fait qu'ils les ont obligés à ne pas se mettre la queue entre les jambes, ils ne les laisseront pas partir comme ça. Pourtant, ces paroles du Saint-Père ont fait réfléchir Arthur sur ce qui se passerait à l'avenir. Il devrait être plus prudent. Un peu plus tard, quand Arthur est sorti, Shelley a commencé à le remercier de les avoir aidés aujourd'hui, mais elle s'est aussi excusée de l'avoir mis dans le pétrin. Et soudain, elle a commencé à demander à Arthur ce qu'il allait faire maintenant. Ce à quoi elle a répondu qu'il aimerait d'abord se reposer un peu à l'hôtel et réfléchir ensuite à la situation. Mais dès qu'il a voulu dire quelque chose à Shelley, elle l'a regardé d'un air étrange. Et il s'est dit qu'il n'aurait peut-être pas dû dire cela. Pourtant, elle s'inquiète pour sa famille et ne pourra pas quitter la ville après tout ce qui s'est passé. Mais à cause d'aujourd'hui, ils sont devenus la cible principale du gang du Dragon Rouge. Et ils peuvent facilement les attirer en revenant à l'église. Et puis ils viendront non pas ensemble, mais avec tout un détachement. Et alors, Arthur et elle ne pourront plus les supporter ensemble. Et même si le Saint-Père a dit qu'il ne pouvait pas emmener tous les enfants dans les capitales, s'il ne fait rien, les bandits viendront les chercher. Mais la jeune fille Shelley ne comprenait toujours pas ce qu'il fallait faire dans cette situation. Tout comme Arthur, qui restait immobile, ne comprenant pas ce qu'il devait faire ensuite, il demanda soudain à la jeune fille qu'elle lui avait dit que cette ville était inondée de criminels et qu'après la surpopulation du donjon, mais où se trouve-t-il ? Et Shelley répond qu'on peut le trouver dans la partie nord de la ville, mais elle ne conseille pas de s'y rendre. Et il fut un temps où, dans la capitale, une expédition entière fut montée pour nettoyer ce donjon, et un détachement bien préparé de 20 personnes fut complètement vaincu par les habitants du donjon. Mais Arthur ne pouvait pas croire que la capitale avait envoyé une expédition entière et qu'ils avaient tous été vaincus. Et depuis lors, leur ville ne reçoit plus aucun soutien. Mais Arthur se dit que, même s'il a décidé de la suite des événements, il doit nettoyer ce donjon et mettre fin à la tyrannie dans cette ville. Il est venu dans cette ville dans l'espoir de vivre parmi les gens. Et pour cela, il a besoin d'augmenter son niveau. Il a donc cherché un donjon avec un tas de monstres pour s'améliorer. Et comme même l'expédition royale ne pouvait pas faire face aux monstres, c'est là qu'il a pu trouver des adversaires dignes de ce nom. Et pourtant, l'anarchie règne dans cette ville, organisée par un gang du Dragon Rouge. S'ils restent inactifs, ils continueront à terroriser le monde contre les habitants puis les tueront, lui et la jeune fille qu'il a récemment rencontrée. Et s'il tue le boss, il mettra fin à la surpopulation du donjon
et la capitale y prêtera attention et enverra des gardes royaux dans la ville afin de mettre fin à ce chaos. Et sous l'apparence d'un monstre, il peut facilement survivre dans le donjon. Et pour sauver cette ville, il doit devenir lui-même. Un peu plus tard, le gars qui s'est battu dans l'église est venu faire un rapport à son maître Garrett dans le repère du gang du Dragon Rouge. Et il a commencé à dire que pendant qu'ils chassaient des esclaves, ils ont été attaqués par 2 morveux et qu'ils ont même réussi à vaincre le manège, mais qu'il a été vaincu par un garçon nommé Arthur et qu'ils ne devraient pas laisser les choses comme ça et qu'ils doivent donner une leçon à ce morveux. Et le fait que ce type, Arthur, est bien sûr fort mais incroyablement bête, et qu'il regrettera aussi d'avoir osé le déshonorer. Mais le chef des Dragons Rouges a commencé à demander de l'aide à l'autre, c'est-à-dire qu'il a quitté son frère et s'est enfui pour lui demander de l'aide. Et le chef des Dragons Rouges, qui prenait l'arme dans sa main droite, commença à lui demander qui il pensait être. Mais Jeff, qui était à genoux, a commencé à répondre dans sa tête qu'il était un leader merveilleux et fort. Mais à la même seconde, le chef a brandi son énorme hache qui a volé juste à côté de la tête de ce type. Mais le chef des Dragons Rouges a répondu qu'il ne le comprenait pas, et qui, à son avis, est plus terrible qu'un gamin nommé Arthur ou lui. Et Jeff a commencé à répondre que, bien sûr, c'était monsieur le chef. Mais le chef des Dragons Rouges a dit que si c'était le CA, il devrait y réfléchir à 2 fois avant de laisser son frère et lâche Run ici pour son aide, et la prochaine fois, il l'achèvera personnellement pour une telle farce. Et le chef des Dragons Rouges s'est retourné et a commencé à partir, et son subordonné Jack a commencé à répondre qu'il avait parfaitement compris. Et le fait que M. Garrett, grâce à son caractère cruel et à ses compétences cool, a pu constituer un gang qui règne sur cette ville. Et les habitants l'ont appelé le monstre de cette ville, et lui-même aime ce surnom, et toutes ses paroles ne sont pas que des menaces. La prochaine fois, il le tuera vraiment. Un peu plus tard, le chef des Dragons Rouges a commencé à dire aux filles du canal que, depuis quelque temps, la surpopulation dans les donjons voisins avait diminué, et demandé au capitaine des unités défensives de la bande du Dragon Rouge s'il a donné un tel ordre. Et si elle n'a pas de raison impérieuse d'ignorer son ordre, elle peut dire adieu à sa vie. Mais la chaîne voulait simplement lui annoncer une nouvelle urgente. Le fait que leur source fiable dans la ville depuis plusieurs jours avait déjà un chevalier tranchant de l'ordre royal et qu'ils n'ont trouvé que quelques soldats de ce type, mais qu'il y en a probablement beaucoup plus. Et toutes leurs forces sont destinées à patrouiller dans la ville et non dans le donjon. Et après avoir entendu cela, le chef des Dragons Rouges commença à s'énerver parce qu'il avait entendu parler de ces stupides chevaliers de la ville centrale. Ils ont à nouveau décidé de prendre le pouvoir dans la ville. Et ces soldats n'apprennent rien de leurs erreurs et du fait qu'ils devront recevoir une leçon. Mais le capitaine lui a répondu qu'elle partageait ses sentiments mais qu'elle lui conseillait de ne pas entrer en conflit direct avec eux. Et il semble que la capitale veuille toujours découvrir la raison de l'événement survenu dans sa glorieuse ville et qu'elle s'en occupera, mais cela prendra un certain temps. Mais à ce moment-là, alors que le soleil se couche sous l'horizon, Arthur, debout sur l'une des maisons, se rend compte qu'il s'agit de la partie nord de la ville. Et il n'a pas eu besoin de chercher longtemps pour agir. À cause de ce donjon, c'est toute la ville qui souffre. Et il s'est préparé correctement au voyage vers le donjon, il a dormi à l'hôtel et pris un petit déjeuner copieux, et maintenant il est prêt à tuer n'importe quel monstre. Mais soudain, son regard tomba sur les gens qui se tenaient sur la route, et il ne comprenait pas, parce que le soleil n'était pas encore levé, pourquoi il y avait tant de monde ici. Et soudain, un énorme monstre borgne est apparu, un feu vif à la main, et il commence à attaquer les maisons les plus proches avec son feu. Et les gens se rendirent compte que le monstre était de nouveau sorti du donjon et commencèrent à appeler au moins quelqu'un pour leur venir en aide. Et au même moment, Arthur a quitté sa place en pensant que le gang du Dragon Rouge n'allait pas protéger les civils. Mais soudain, une jeune fille est apparue et a commencé à dire qu'elle pouvait l'enlever. Mais elle n'a pas le temps de s'asseoir derrière chaque civil, ils doivent donc attraper les enfants et les femmes et s'enfuir d'ici. Et l'autre homme qui se tenait à côté d'elle commença à prendre son épée, disant qu'il pouvait lui aussi se battre.
Mais l'énorme monstre continuait à courir vers l'aventurier et à sourire terriblement. Et immédiatement après, il lança sa boule de feu en direction de l'homme qui était complètement aveuglé par un tel éclair. Mais la jeune fille qui se tenait à côté de lui commença à utiliser sa compétence de magie sacrée, bouclier sacré. Et elle a immédiatement commencé à sortir son épée et à attaquer uniquement les monstres. Mais les monstres parvinrent tout de même à bloquer le coup de la jeune fille et à sauter sur le côté. Mais la jeune fille a immédiatement commencé à dire à l'homme qu'il était trop faible et qu'il valait mieux qu'il s'en aille. C'est à ce moment-là qu'Arthur accourt, car il veut attaquer le monstre pendant qu'il est distrait. Le monstre s'aperçoit néanmoins que quelqu'un d'autre s'approche de lui et commence à se tourner vers Arthur, qui se précipita sur lui avec une grande rapidité et, en donnant un coup d'épée, il put le blesser en pleine poitrine. La jeune fille tourne la tête et remarque un autre homme venu l'aider à combattre le monstre. Et Arthur insiste pour dire que lui aussi peut lutter contre ce monstre et qu'il l'aidera bien. Mais cette fille n'en croyait pas ses yeux de voir qu'il avait pu blesser le monstre du trou de la calamité à ce point, et elle ne savait pas qu'il restait encore des aventuriers forts dans cette ville. Et il n'a pas l'air d'être un méchant, mais il pourrait ressembler à un bandit dragon rouge. Et soudain elle s'est retournée et a commencé à dire qu'il servirait d'appât pendant qu'elle attaquerait. Et au même moment, elle se met à courir tout droit vers le monstre et à l'attaquer. Mais après avoir pivoté, elle vit immédiatement que le monstre avait repoussé son attaque. Mais la jeune fille se rendit compte que ce n'était pas suffisant et elle commença à activer son épée sacrée qui se mit à briller d'une lumière éclatante. Et Arthur a immédiatement remarqué qu'elle pouvait lancer de la magie sur son épée, comme le gars avec qui il s'est battu récemment. Et le fait que la magie sacrée est considérée comme l'arme la plus efficace contre les monstres du donjon. Et dès qu'elle s'était lancée, elle a pu couper le monstre en deux. Immobilisé, il tombe au sol et ne présente plus aucun danger. Mais Arthur, qui regardait cela, je me suis rendu compte que tout se passait comme prévu et que Sainte Marie est l'une des plus puissantes de toutes. Et si cette fille l'avait attaqué, même dans sa vraie grandeur, il serait mort immédiatement et, au même moment, d'autres habitants de la ville ont commencé à dire à la fille qu'elle l'avait vaincue d'un seul coup et qu'elle n'était qu'une chose, et le fait qu'il ne l'avait jamais vue en ville auparavant. Et voyage-t-elle vraiment? Mais la jeune fille trouvait tout de même étrange que sa magie sacrée réagisse au monstre qui se trouvait à côté d'elle. Et elle était sûre que, pendant la grève, son épée avait réagi à ce type qui se tenait à côté d'elle. Mais Arthur, souriant bêtement, se rend compte que de toute façon, sous l'apparence d'un homme, rien ne le menace. Et c'est une bonne chose que personne n'ait été blessé pour cacher le combat avec le monstre. Mais à cette même seconde, la fille commença à sortir son épée et à réfléchir à l'opportunité d'activer sa magie sacrée sur ce type. Mais Arthur, à côté du monstre, commence à comprendre qu'il est beaucoup plus fort que les monstres ordinaires. Je me suis demandé quel était son niveau, et comment il a même pu se faufiler dans la ville sans être repéré. Et le fait que le dragon rouge est censé protéger les gens des monstres, mais aucun membre de la bande ne s'est présenté cette fois-ci. Et le fait que ces imbéciles de dragon rouge ne surveillent pas cette zone. Mais la jeune fille qui observait Arthur commençait à comprendre que ce type gérait si bien ce monstre par rapport aux habitants ordinaires de la ville. Mais elle était toujours gênée par le fait que sa magie sacrée réagissait à sa présence. Mais tandis qu'Arthur se tenait près du monstre, il pensait aux dragons rouges et à leur insouciance. La jeune fille qui se tenait derrière lui commençait à se dire que les aventuriers de haut niveau qui vivent dans une ville abandonnée sont très suspects et qu'elle devrait s'en assurer. Arthur reste sur place et se dit qu'il lui semble que personne n'est blessé. Et ce monstre ne lui a pas fait de mal, mais il lui manque peut-être quelque chose. Mais au même moment, un habitant de la ville s'approche de lui et commence à le remercier, ce qui effraie Arthur. Mais l'homme a continué à parler de quelque chose de proche. Ce monstre aurait brûlé toute la zone en un instant. Et le fait que tous les habitants de la ville leur sont reconnaissants de les avoir sauvés. Et l'homme a commencé à dire à tous les autres d'écouter attentivement et de remercier ces deux-là comme il se doit. Mais Arthur leur a dit qu'ils ne devaient pas le faire. Après tout, ils n'ont rien fait de tel. Mais Arthur comprend que s'engager dans cette bataille est trop risqué et que plus les gens le verront, plus son apparence éveillera leurs soupçons.
Mais au même moment, une petite fille a couru dans l'allée en criant que son papa était vivant. Et dès qu'elle a couru vers son père, il l'a serré fort dans ses bras et a commencé à dire qu'il vivait grâce à vos gars et qu'elle devrait les remercier d'avoir sauvé leur maison. La fille était si heureuse qu'elle semblait briller dans le ciel nocturne et dire à Arthur et à cette fille qu'ils étaient comme les héros d'un conte de fées. Mais après ces mots, Arthur est devenu un peu gêné parce que les mots du héros ont été prononcés trop fort pour lui. Mais soudain, la jeune fille s'est mise à crier vers Arthur pour qu'il lui prête attention. Mais Arthur n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas et pourquoi elle se mettait à lui crier dessus si fort. Mais au même moment, le monstre qu'ils étaient censés avoir détruit ouvrit un œil, et un énorme feu rouge magique est apparu dans sa main encore intacte. Et d'autres habitants de la ville l'ont remarqué et ont commencé à crier que ce monstre était encore en vie. La jeune fille l'a remarqué et s'est rendue compte qu'elle était trop concentrée sur ce type et qu'elle n'avait pas du tout remarqué que le monstre était toujours vivant. Mais en utilisant son conte de Sainte-Marie, elle a réalisé qu'elle ne tarderait pas à l'achever complètement. Et maintenant elle était prête à ce que ce monstre l'attaque et elle lui transpercerait immédiatement l'œil. Mais soudain le monstre se rend compte qu'il n'a pas besoin de tirer directement sur celui qui l'a vaincu. Et il s'est immédiatement tourné vers la petite fille qui se tenait à côté de tous les autres. Et avec un sourire en coin, il réalisa qu'il allait maintenant attaquer directement cette fille, qui se trouve en face de lui et il ne lui en coûte rien d'agiter la main pour lancer sa boule de feu. Mais la jeune fille est restée figée sur place parce qu'elle avait trop peur des monstres. Par peur, elle ne pouvait pas bouger de sa place. Mais la jeune fille qui se tenait près d'elle comprit que ce monstre avait l'intention d'attaquer l'enfant afin d'affaiblir sa défense. Et, au même moment, Arthur a fait un geste pour protéger la jeune fille. Mais il s'est soudain rendu compte qu'il n'avait pas le temps de la rejoindre parce qu'il était trop lent. Mais si le monstre peut l'attaquer en vérité, alors il pourra la sauver. Et il devra révéler sa vraie nature à tous ces gens. Et s'il le voit, il ne pourra plus le montrer aux habitants de cette ville. Et le fait qu'il ne pourra plus rester dans la ville d'Oatfield et qu'il ne verra plus cette fille, Shelley. Et soudain, Arthur commença à réfléchir au fait qu'il n'était encore qu'un imbécile. Et il voulait débarrasser l'Empire du mal et des monstres. C'est pourquoi j'ai voulu devenir un aventurier afin de protéger tout le monde, de protéger les faibles et d'être toujours en tête. Mais dès que le monstre a lancé son pas de feu vers la fille, le père de Maria, qui se trouvait à proximité, a commencé à lui crier de s'enfuir. Mais il était déjà trop tard. Après tout, Maria ne pouvait pas bouger à cause de la peur, et la boule de feu volait déjà droit sur elle, et a fermé les yeux. Elle était déjà prête à dire adieu à sa vie. Et dès que l'énorme boule de feu a atteint la cible, elle a explosé très bruyamment. Et après une explosion lumineuse, le monstre qui s'était jeté dans sa boule de feu magique ne comprenait pas ce qui s'était passé. Après tout, il a vu devant lui un autre monstre qui protégeait la fille. Et le fait que, grâce à lui, la jeune fille n'a subi aucun dommage. Elle n'a pas eu la moindre égratignure sur le corps, et l'a protégée avec son corps. Arthur se tenait sur ses deux jambes et était au moins un peu blessé. Et dès qu'Arthur se rendit compte qu'il était encore en vie, il poussa un grand soupir. Eh bien, l'homme qui était le père de cette petite fille ne pouvait pas imaginer qu'il pourrait voir cela de ses propres yeux. Mais Arthur n'a pas voulu perdre une seconde. Il s'est immédiatement dirigé vers le monstre qui l'avait attaqué. Et dès que le monstre borgne s'en aperçut, il commença à se recroqueviller de peur, car il se rendait compte que maintenant la fin allait définitivement l'atteindre. Et à cette seconde même, le héros le coupa à nouveau en deux, l'achevant ainsi définitivement. Et immédiatement après, Arthur a pu gagner 38 points d'expérience en détruisant le monstre. Les habitants de la ville ne comprenaient pas d'où venait un autre monstre, car un seul monstre était entré dans la ville. Mais Arthur reste debout à l'endroit même où il a tué le monstre. Et la jeune fille qui se tenait derrière lui n'en croyait pas ses yeux. Mais au même moment, toutes les personnes qui se trouvaient à proximité ont vu qu'un cerveau se tenait devant elles. Et ils se sont tous mis à bouger dans des directions différentes en un instant. Mais Arthur est resté à la même place et a compris qu'ils avaient conduit à des regrets. Son déguisement a pris fin et il ne sait plus ce qui va se passer. Mais en se retournant, il regarde la jeune fille qui l'a sauvée. Leur bonheur.
il est très heureux qu'elle ne soit pas blessée. Mais le père ingrat se mit à crier sur Arthur pour qu'il ne s'approche pas d'elle. Et à ce moment précis, Arthur commença inconsciemment à se mettre en colère. Mais il ne pouvait même pas imaginer que la fille qui se tenait à côté de lui commencerait à l'attaquer. L'espace d'une seconde, la jeune fille se demandait déjà si elle pouvait douter de ses capacités ou non. Mais elle avait quand même raison depuis le début et le fait qu'il s'est avéré être un monstre mimétique qui prend la forme d'un être humain. Elle commence à dire aux habitants qu'il est bien plus dangereux que le cyclope qu'ils ont vaincu plus tôt. Mais les habitants de la ville ne comprenaient pas pourquoi le monstre marchait dans le sang sous l'apparence d'un homme et comment cela était possible. Et surtout, où se trouve la bande du Dragon Rouge. Mais Arthur a compris que leur réaction était tout à fait justifiée et qu'il l'a fait pour sauver la vie d'une autre personne et ne regrette pas d'avoir révélé son essence. Et c'est à ce moment précis qu'il a commencé à fuir ses gens, bien que les habitants lui aient crié de s'éloigner du monstre maléfique et de ne jamais revenir. Mais l'un des habitants de la ville lui a lancé une pierre qui a atteint son masque. Mais la jeune fille a commencé à dire à ses habitants à la tête épaisse d'arrêter de jeter des pierres parce qu'ils n'arrivaient pas à le mettre en colère. Ce qui surprend encore plus la jeune fille, c'est qu'il est inhabituel et qu'il connaît le langage humain, et le fait que les monstres intelligents sont particulièrement dangereux et qu'il a même pu pénétrer dans la ville sans éveiller les soupçons des habitants et qu'elle doit le retrouver et le tuer avant qu'il ne pénètre à nouveau dans la société humaine. Mais soudain, la petite fille a commencé à parler à sa sœur. Va-t-elle vraiment tuer celui qui lui a sauvé la vie? Mais la jeune fille a répondu que ce type n'est pas une personne, mais simplement un monstre. Et soudain, le père à la tête stupide s'est approché de la petite fille et a commencé à dire que ce garçon les trompait tout simplement et qu'il était un monstre qui se cachait derrière le masque d'un homme. Eh bien, la jeune fille a commencé à répondre que tout était très étrange et que c'était son père. Et le fait que tous les autres habitants stupides. Ils ont eu peur de lui dès qu'ils ont vu sa véritable apparence, mais il s'est battu avec le monstre pour les protéger tous et le fait qu'il l'ait sauvé. Mais le père à la tête dure n'a pas pu s'arrêter et a commencé à dire à sa fille que c'était elle qui ne comprenait pas. Ce à quoi sa fille a répondu qu'elle ne comprenait pas comment le garçon qui l'avait sauvé pouvait être mauvais. Et ces stupides citadins ont finalement commencé à penser que la jeune fille avait probablement raison. Et pourtant, la fille a décidé de se précipiter sur Arthur et de pouvoir le rattraper. Mais elle s'aperçoit soudain que quelqu'un lui a mis la main sur l'épaule et l'a ainsi arrêtée. Et l'homme qui se tenait derrière elle a commencé à lui demander ce qu'elle faisait ici. Après tout, il a demandé à ne pas attirer l'attention sur lui. Mais Maria a commencé à répondre au capitaine qu'il ne comprenait pas ce qui se passait ici. Mais le capitaine lui a répondu que de toute façon, il était temps pour eux de partir avant que quelqu'un du gang du Dragon Rouge ne les remarque, mais Maria a quand même dit qu'il devait s'occuper de cette mimique. Mais le capitaine l'a remis immédiatement à sa place en lui disant que leur mission était d'enquêter sur la situation dans la ville sur ordre du roi et que les chevaliers devaient être prudents après l'apparition du trou du désastre. Le Dragon Rouge a commencé à régner sur cette ville. Et leur mission est bien plus importante que la poursuite d'un monstre, et elle doit rendre compte de la situation maintenant. Ce à quoi Maria répond qu'elle obéit à son capitaine. Dès qu'ils ont franchi le coin de la rue, Maria a commencé à raconter qu'un cyclope était arrivé dans la ville et avait commencé à attaquer les habitants, et qu'au milieu du combat, un mimique sous la forme d'un homme était apparu pour protéger les gens. Et bien qu'il soit un monstre, il pouvait communiquer librement avec les gens et son intelligence s'est avérée bien supérieure à celle d'un monstre ordinaire. Mais le capitaine ne comprend pas pourquoi elle s'est engagée dans ce combat, car il lui a demandé de ne pas attirer l'attention sur elle. Ce à quoi Maria a répondu que des gens auraient pu mourir, mais le capitaine a répliqué que leur mission était bien plus importante que de sauver un quartier de la ville. Et après tout, ils peuvent sauver non seulement cette ville, mais tout le monde. Pour cela, ils doivent se fondre dans la foule et en savoir le plus possible sur cette ville fantôme. Si, par sa faute, cette mission échoue, il décidera personnellement de sa vie. Mais Maria commence à demander pardon de ne pas avoir obéi à l'ordre du capitaine. Mais dès que le capitaine a abaissé son épée, il lui a dit que la prochaine fois, elle devrait réfléchir avant de faire quoi que ce soit.
Mais Maria reste sur ses positions et commence à dire qu'un monstre intelligent est apparu dans la ville. Ce à quoi le capitaine a répondu que ce moteur est un parmi tant d'autres, mais elle doit imaginer ce qui se passera s'il y a plus de gens comme lui chaque jour. Et le fait que cette ville était une ville fantôme que les autorités ont quittée et que leur enquête ne visait pas seulement à trouver des informations sur le gang du Dragon Rouge. Et leur but est de trouver le coupable de l'apparition des dons du désastre qui prépare une catastrophe encore plus monstrueuse capable d'engloutir tout le continent. Et le fait que cette mission porte le nom de code Red Reaper. Elle devrait donc oublier son héroïsme ne serait-ce qu'une seconde. Si elle continue à agir de la sorte, leur pays pourrait disparaître de la surface de la Terre. Et en serrant le poing, Maria comprend enfin ce que le capitaine essaie de lui faire comprendre. Mais il n'y a toujours pas d'âme dans les profondeurs. Elle ne pouvait pas se défaire de cette pensée. Mais au même moment, Arthur atteint enfin le trou du désastre. C'est ce même donjon qui a détruit la ville. Et après avoir révélé son identité, il ne peut plus revenir dans la ville, même sous sa forme humaine. Mais maintenant, ce n'était pas si important. Arthur pensait qu'il allait débarrasser le trou du désastre de tous les monstres. Et cette ville ne vivra plus dans la peur des monstres, et alors le pouvoir du Dragon Rouge s'estompera. Et en plus, dans le donjon, il pourra enfin augmenter son niveau pour atteindre une nouvelle évolution, et pourra même aller vivre dans la capitale. Mais à ce moment-là, le Saint-Père est sorti de l'église en courant et a commencé à dire à Shelly d'arrêter parce que c'est dangereux et qu'elle ne devrait pas le faire. Mais après s'être excusée auprès du Saint-Père, Shelly a déclaré qu'elle avait déjà tout décidé. Et comme elle ne peut pas tout transporter de la ville à la capitale, elle doit les protéger ici de la banque du Dragon Rouge. Après tout, si elle ne fait rien, on ne sait pas quand 16 bandits seront là et elle doit faire quelque chose. Et le fait que le Dragon Rouge doit quitter cette ville pour toujours, et pour cela, elle doit nettoyer le trou du désastre des monstres. Et au bout de quelques heures, Arthur se retrouve toujours dans le trou du désastre. Il fut un temps où toute une expédition de chevaliers royaux mourut à cet endroit. Et Arthur se rend compte qu'il doit être le plus vigilant possible. Après tout, il faudra plusieurs jours pour conquérir le donjon, repos compris. Et le fait qu'il puisse se déplacer calmement dans le donjon sous sa forme de monstre, tout en conservant une forme humaine en permanence, est très fatigant. Mais la structure de ce donjon est si étrange qu'il y a tellement de passages qu'il est impossible de comprendre quel chemin spécifique mène directement au boss. Et pour l'atteindre, il devait descendre le plus profondément possible. Mais Arthur ne comprenait toujours pas où il devait aller. Après tout, il y avait deux options, la gauche ou la droite. Mais sans y réfléchir à deux fois, il a quand même décidé de ce qu'il fallait faire dans une telle situation, et le placer horizontalement dans mon épée. Et en levant la main, l'épée commença à tomber dans la direction qu'il souhaitait. Après tout, les aventuriers ont un signe où l'épée tombera, alors oui. Et la façon de procéder n'est pas la plus efficace, mais étonnamment, elle fonctionne toujours. Et que c'est une bonne chose qu'il ait pris l'épée du bandit du raid. Eh bien, dès qu'Arthur a marché dans la direction où l'épée est tombée, et après avoir fait quelques pas, il s'est soudain rendu compte qu'il avait trébuché sur quelque chose, et tomba immédiatement au sol. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais dès qu'Arthur a tourné la tête pour voir ce qu'il y avait, il s'est rendu compte que quelque chose lui avait attaché la jambe. Et c'est d'une manière étrange qu'il a vu une toile sur sa jambe. Après tout, il n'avait jamais rencontré d'araignée aussi géante capable de tisser un tel piège. Mais au même moment, deux énormes araignées, ou plutôt des araignées démoniaques de niveau 23, sautèrent du plafond devant lui. Eh bien, une araignée était de niveau 23 et la seconde de niveau 22. Elles étaient comme un couple d'amoureux. Mais Arthur ne voulait pas rencontrer les monstres maintenant, car il n'était pas encore à l'aise dans ce donjon. Mais il est déjà trop tard. Après tout, vos araignées ont commencé à jeter une sorte de sort. Et Arthur, qui fait volte-face, comprend qu'il doit sortir d'ici au plus vite. Mais le problème, c'est que la toile enroulée autour de sa jambe semblait y être collée. Et deux araignées ont immédiatement commencé à m'appeler la magie de la terre. De la grêle et d'énormes morceaux de pierre commencent à tomber du plafond directement sur Arthur. Mais il s'est ensuite rendu compte qu'il n'avait nulle part où aller parce qu'il était trop près de moi.
près de son visage. Et croisant les bras, il se rendit compte que la meilleure chose à faire était maintenant d'en bloquer au moins la moitié. Il doit attendre qu'il se rapproche, et il pourra alors sortir de cette toile. À l'aide de son épée, il peut les couper en petits morceaux. Mais soudain, l'une des araignées s'est mise à cracher sa toile collante, et dès qu'il a atteint Arthur, sa main a été attachée, et il n'a pas pu comprendre quelle sorte d'ordure collante se trouvait sur sa main. Et maintenant, Arthur se rend compte qu'il est en grande partie dans le pétrin, au sens littéral du terme. Après tout, ces deux araignées étaient trop sournoises, et elles étaient capables de lui lier les mains avec leur toile collante. Et les araignées étaient très heureuses d'avoir pu attraper un dîner aussi copieux. Mais Arthur s'est mis à sourire de toutes parts, comme s'il avait trouvé un nouveau plan. Et prenant la toile collante à deux mains, il commença à la tirer vers lui, et dire à ces stupides araignées diaboliques qu'elles sont tombées dans son piège. Et de toutes ses forces, Arthur a tiré sur la toile et les araignées ont bougé, et se mit à voler droit sur lui, mais il était déjà prêt. Et dès qu'ils sont diffusés, ils ont commencé à faire des bruits stupides comme s'ils souffraient beaucoup, et ce son énorme de ding semblait résonner dans toute la grotte. Et dès que les araignées se rendirent compte qu'elles étaient sur le point d'arriver à leur fin, elles ouvrirent les yeux et ne comprirent pas que devant elles se trouvait un monstre terrifiant qui, à cette seconde même, les découpait en plusieurs morceaux. Et à ce moment précis, il a brandi ses énormes griffes. Arthur a pu couper ces araignées en plusieurs morceaux. Dès qu'ils se sont envolés, le système de notification a commencé à indiquer qu'Arthur avait obtenu 108 et 138 points d'expérience. Et en regardant la fenêtre de notification, Arthur s'est rendu compte qu'il avait finalement augmenté le niveau et que le niveau de compétence était passé de 25 à 26. Et qu'est-ce que cela signifie au début du donjon? Il rencontrera un ennemi et approximativement de niveau 23, mais plus, il descendra plus le niveau de ses adversaires sera élevé. Et le fait que jusqu'à la prochaine évolution, il ne lui reste que 24 niveaux et pas autant qu'il n'y paraît à première vue. Mais il aimerait évoluer avant de rencontrer le boss de ce donjon, car plus son niveau est élevé, plus il lui sera facile de l'affronter, et celui qui évolue reçoit de nouvelles capacités. Et si les monstres locaux ne lui posent pas de problème particulier, il peut augmenter son niveau en les détruisant. Il doit donc se battre avec tout le monde, même si les adversaires ont un niveau légèrement supérieur au sien, et le pompage ira alors beaucoup plus vite. Et après avoir erré un peu dans la grotte, Arthur est arrivé dans un coin étrange. Et soudain, il entendit une sorte de bruit de campagne et tourna la tête. Il vit une sorte de monstre sortir des ténèbres et ramper vers lui. Il s'agissait de la reine araignée démoniaque et elle était de niveau 37. Et Arthur s'est alors rendu compte qu'il avait tiré des conclusions hâtives. Et dès que la reine araignée aux 6 yeux a vu Arthur, elle s'est immédiatement mise à courir de toute sa vitesse vers lui pour le poignarder avec ses énormes cornes. Arthur a réagi à temps et a pu sauter sur le côté, ce qui a permis à la reine araignée de s'écraser contre le mur. Ou sur terre, Arthur se rendit compte qu'il était en mauvaise posture car il ne pensait pas rencontrer un adversaire aussi fort aussitôt, et qu'il est temps pour lui de partir d'ici le plus rapidement possible. Après tout, il ne pourra rien faire contre un monstre de 37e niveau, et quelle que soit son intelligence et son agilité, il ne pourra pas vaincre seul un tel géant. Et il n'est pas surprenant que toute une expédition ait été envoyée pour conquérir ce donjon. Ce n'est qu'en s'enfuyant qu'Arthur s'aperçoit que la reine des araignées démoniaques le poursuit. Et de tels monstres ne devraient pas vivre à l'entrée même du donjon. Elle a dû s'extirper d'une sorte de passage où il y a beaucoup de monde, sentant la présence de quelqu'un d'autre. Et Arthur doit maintenant trouver un passage le plus rapidement possible, dans laquelle sa carcasse ne peut se glisser. Arrivé au passage le plus proche, Arthur s'y engouffre à toute vitesse. Mais soudain, allongé sur le sol, Arthur remarque quelque chose d'étrange devant lui. Ce qui s'est passé, c'est que devant lui, il y avait une très grande quantité de toiles d'araignée qui lui barraient la route. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de passer par là et qu'elle l'avait vraiment emmené ici exprès depuis le tout début. Arthur a tourné son regard et s'est rendu compte qu'il l'avait reçu dans son dos et qu'il se comportait étrangement.
Et il s'est alors rendu compte qu'il était manifestement vrai que l'araignée l'avait attiré ici à dessein. Et en sortant son épée, Arthur se rend compte que c'est ce qu'il avait prévu et qu'il a besoin de se battre contre des adversaires forts. Et s'il ne parvient pas à vaincre le trou de l'abîme, tous ses efforts seront réduits à néant, et l'on saura désormais lequel des deux mourra le premier.